parler des nouveaux outils du Product Owner. Justement, donc, le mot important, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Alors, c'est nouveau. Alors, à quelle échelle les outils que je vais vous présenter sont nouveaux? Par exemple, donc, dans la première version de mon livre Scrum, je parlais d'aucun des outils donc, que je vais vous citer aujourd'hui. Et même dans la deuxième, donc, qui a dû sortir en fin 2011, je pense qu'il n'y en avait pas non plus en fait. Donc, c'est des outils que je connais en tout cas depuis moins de 2 ans. Donc, voilà pour le côté nouveaux outils et donc du Product Owner. Qui dans la salle joue le rôle de Product Owner? Une petite moitié. Donc le rôle de Product Owner. Le Product Owner, j'ai dit le diaporama, donc c'est pas. Le Product Owner, souvent on considère le Product Owner avec son outil principal, on dit c'est le backlog, c'est son outil, et comme il est responsable du backlog, on dit tiens, c'est le Product Owner qui va écrire le backlog. C'est une définition qu'on retrouve parfois. Alors, je ne voulais pas citer l'entreprise, j'ai cité Julie. Alors je reçois parfois des mémoires, des soutenances de stage, et donc j'en ai reçu, ça c'est l'été l'année dernière. Et Juliette, donc dans son mémoire sur les méthodes agiles, elle a écrit ça. J'ai trouvé cette phrase. Sur le PO rédigé User Story, qui sont les spécifications. L'ensemble de ces User Story constitue le Product Backlog. Ça vous plaît? C'est comme ça que vous voyez le rôle du Product Owner? En partie? Sur quel côté? Sur la rédaction? Voilà. Non, effectivement, on se dit, c'est pas mal. Enfin bon, je lui ai quand même dit que c'était pas pour moi. Donc pourquoi? Notamment parce qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a déjà, on pourrait se dire, si on prend dans l'ordre, rédige. Les user stories, c'est plutôt, et c'est ce que je vais essayer de vous faire passer aussi aujourd'hui, c'est plutôt basé sur la conversation. Donc, même si on peut écrire des choses, c'est pas interdit, vous avez vu l'hystère ce matin, mais l'essentiel quand même, c'est de la conversation. Alors, on pourrait dire aussi, après avoir vu l'hystère cover, qu'on n'est pas obligé de rédiger les user stories. On remplit le backlog avec des éléments de backlog. On peut appeler ça des stories, c'est ce que je vais faire. On va appeler ça des stories. Ce ne sont pas toutes des user stories non plus, peut-être. Voilà. Alors après, ça se corse un peu. Qui sont les spécifications? Si user story tout seul, je ne crois pas que ça fasse une spécification, éventuellement avec des tests d'acceptation à côté, c'est déjà mieux. Ok, donc revenons sur le rôle de Product Owner. Donc le Product Owner placé dans l'écosystème Scrum. Donc là, c'est du Scrum standard. Donc une équipe Scrum, c'est des développeurs avec un Scrum Master et un Product Owner. Donc vous notez simplement que le Product Owner, il est vraiment à l'intérieur de l'équipe, il n'est pas à l'extérieur. Donc, au début, dans Scrum, il y a une dizaine d'années, il y avait un doute. Maintenant, il est clair que le Product Owner est vraiment dans l'équipe. Et puis, tout autour, il y a les parties prenantes. Et donc, on a souvent vocation à dire que le Product Owner, c'est la voix, Voice of Customer, la voix des clients, des utilisateurs. Donc, des parties prenantes. Les PP que j'ai mis, c'est traduction de stakeholder, les parties prenantes. Les parties prenantes, clients, utilisateurs, managers, autres équipes, tous ceux qui s'intéressent en fait aux résultats du produit.
Et parmi ces product owners, ces parties prenantes, il y en a certains qui vont, parce que les parties prenantes traditionnelles, les clients, ils n'aident pas vraiment l'équipe à finir des stories. Ils ne sont intéressés par le résultat, mais ils ne travaillent pas vraiment pour le produit. Tandis que tant que l'équipe n'est pas complètement pluridisciplinaire, on va avoir besoin d'experts à l'extérieur qui vont aider l'équipe de façon temporaire pour finir les stories. Donc ce sont ces experts que j'ai mis ici, ils sont importants parce qu'ils vont créer des dépendances en fait, sur la capacité de l'équipe à finir des stories. Ok, donc voilà, le product owner. Et donc comment peut-on définir le rôle de product owner? Donc le product owner, c'est une personne dans l'équipe Scrum qui est imputable des résultats. Imputable, et c'est la seule qui le soit. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition-là. Alors imputable, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en anglais, peut-être un terme qui est peut-être plus facilement compréhensible, c'est accountable. Imputable des résultats, donc produits par l'équipe, auprès des parties prenantes. Peut-être j'aurais pu rajouter imputable de la valeur des résultats produits par l'équipe auprès des parties prenantes. Donc, ça vous va comme définition pour le product owner? Alors, c'est pas toujours compris comme ça dans les organisations, le rôle de product owner, notamment le fait que ça soit le seul qui soit finalement qui va rendre des comptes sur les résultats. Alors, évidemment, bien sûr, mais tout le monde est responsable, bien sûr. Dans Scrum, l'équipe est auto-organisée et responsable. Bon, néanmoins, le product owner, c'est le seul qui va pouvoir faire ça. Il a un outil formidable pour faire ça, donc c'est qu'il va définir les priorités. Donc, même si évidemment ça va se faire de façon collaborative avec l'équipe, s'il y a une décision à prendre, c'est le product owner qui est le seul capable de le faire sur les priorités donc, dans le backlog. Donc imputable, et puis il y a un mot important aussi, c'est résultats. Résultats, comment on peut identifier les résultats donc, attendus par les parties prenantes. Donc là, je vous propose trois niveaux de résultats. Une story donc, qui est finie. Donc, on est là sur... Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent Pitik, qui est donc, un exemple qui a été lancé par Pablo Perno, qui est en libre service, c'est un des exemples d'utilisation de l'agilité. Donc vous avez une story ici, donc on va poser une question à un expert, elle valait 3 points, elle est finie, c'est un résultat. Deuxième niveau de résultat, on a une feature, donc on peut appeler coaching, qui regroupe plusieurs stories, qui est déployée. Troisième niveau, donc on a un site en ligne, et puis voilà, le résultat attendu, en tout cas, c'est d'avoir 1000 personnes qui soient abonnées en ligne. Donc, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant comme résultat? Le troisième. Ouais, c'est quand même mieux, le troisième, effectivement. Le troisième, on est donc à un niveau qui permet déjà, donc l'intérêt, c'est que on peut le mesurer. On peut le mesurer parce que le premier niveau, donc c'est déjà bien, c'est fini, c'est quand même quelque chose, ça apporte un peu de valeur, mais enfin la valeur est quand même minimale sur une seule story. Si on peut juste poser une question, si on peut même pas l'enlever, par exemple, c'est vraiment limité. Le deuxième niveau, c'est déjà pas mal, mais j'ai mis une valeur de 17. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui arrivent à mesurer la valeur ou à estimer en tout cas la valeur. Alors j'ai pas posé la question sur le premier, estimer en points, ça tout le monde le fait. Après.
estimer la valeur. Donc déjà, c'est très difficile. Alors, on peut le faire de façon relative, hein, il y a des techniques qui permettent de faire ça. De façon relative, c'est pas tellement vérifiable en fait. Par contre, si on dit l'objectif c'est que 1000 personnes se soient abonnées à notre service, ça on peut le vérifier au bout de quelques temps, regardez s'il y en a effectivement 1000. Voilà. Donc évidemment, c'est mieux de se situer au niveau 3 hein, pour ça. C'est pas toujours possible, ça dépend évidemment des contextes, des organisations. Et si vous faites des logiciels qui sont inclus dans les systèmes, vous n'êtes pas en contact direct avec les clients et les utilisateurs, ça sera difficile de passer à ce niveau-là directement. Donc, résultat, donc, un point important quand même, quand on est product owner, c'est de savoir les résultats que les parties prenantes attendent de l'équipe qui va travailler avec vous, dans laquelle vous êtes. Voilà, donc, alors on a parlé pas mal ce matin lors de la keynote, et vous avez peut-être suivi d'autres présentations. Hein, donc, un point important, c'est de séparer le problème de la solution. Hein, donc, le product owner doit d'abord connaître le problème qui est posé, le problème à résoudre, et peut-être pas s'intéresser trop vite à la solution. En fait. Alors c'est pas nouveau, hein, bien sûr, mais ça revient particulièrement en force avec donc les nouveaux outils, hein, donc en particulier ceux que je vais vous présenter maintenant. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? Quel est l'impact sur les utilisateurs? Éventuellement de pouvoir donc faire des prévisions et puis les vérifier très vite. Savoir donc si une feature est déployée, savoir si une story est finie aussi. Donc là, on va privilégier donc ce qui est quand même le plus important pour résoudre les problèmes qui se posent. Ok, donc on part de là, donc deux lectures d'abord de PO. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces livres. Donc, il y avait une présentation ce matin donc, de Romain Couturier sur le Lean Canva, hein, donc il y a du Rolling Lean, et Impact Mapping. Impact Mapping, certains connaissent déjà un peu ici, pas trop encore. D'accord, donc c'est deux livres dont je conseille la lecture aux product owners, hein, donc qui permettent, alors je les ai regroupés ici parce qu'ils permettent tous les deux donc de s'intéresser, donc savoir de connaître d'abord quel est le problème qu'on veut améliorer avant de passer à la solution. Donc je vais commencer par Impact Mapping. Hein. Impact Mapping, alors je ne sais pas s'il y a peut-être des présentations aujourd'hui. Hein. Je reviens sur l'objectif de ma présentation, hein, c'est de faire un panorama d'outils hein, que le product owner peut utiliser. Bien sûr, ce sera à vous de décider lesquels vous paraissent utiles, d'essayer en tout cas. Et puis, pour le détail de chaque outil, je renvoie à d'autres présentations qui ont déjà lieu ou qui auront lieu cet après-midi. Donc, Impact Mapping, c'est un outil simple basé sur ce qu'on appelle le mind map, hein, une carte heuristique, et qui donc présente l'ensemble. Donc, son objectif, c'est de définir une vision stratégique, en fait, plutôt fait avec les parties prenantes, pour répondre à 4 questions essentielles. Donc, pourquoi, qui, comment et quoi, en fait. Et donc, on construit cette carte heuristique donc, en mettant ici donc, au premier niveau le but, pourquoi on fait un produit. Le deuxième niveau, c'est les acteurs. Donc, en gros, c'est les utilisateurs, les parties prenantes qui sont intéressées par le résultat du produit. Et le troisième niveau, et donc, qui a donné son nom à l'outil, c'est les impacts. Les impacts. Comment la vie des gens va changer, quel impact ça aura, la vie de ces acteurs pour arriver au but qu'on s'est fixé en fait. Donc des impacts. Là, on est vraiment complètement en train de définir qu'est-ce qu'on attend, sans du tout se préoccuper de la solution en fait. Et au niveau suivant, donc qu'est-ce qu'on propose pour résoudre donc ces impacts? On va avoir des features, et puis si on continue comme ça, des stories. Alors on peut rester au niveau des features, donc ça donne 4 niveaux, ça donne une vision stratégique.
Ça, c'est un peu le résultat. Dans la démarche, évidemment, ça se construit par des ateliers. Donc, je vais évoquer quelques outils qui permettent de façon complémentaire d'identifier, par exemple, les impacts. Alors, l'idée aussi importante et fondamentale, c'est de mesurer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le running lean, c'est de mesurer. J'ai mis un chiffre ici qui permettra de valider l'hypothèse qu'on fait et, si possible, de le faire le plus vite possible pour avoir aussi des éléments chiffrés sur les impacts. Et puis aussi, c'est un formidable outil donc pour avoir une idée générale donc, du produit, la faire partager à tout le monde, et pour définir les premières priorités. Définir les priorités, c'est un peu le rôle du product owner, et vous savez que c'est difficile. Si on le fait sur un backlog, c'est un backlog de plein de stories. J'ai pas posé la question, ça me tente quand même. Vous êtes product owner pour quelques-uns, vous travaillez dans des équipes. Vous avez des backlogs. Qui a un backlog de plus de 100, plus de 100. Ok, pas trop. J'avais posé la question à Grenoble et à Toulouse, il y en avait un peu plus. Plus de 50 éléments dans le backlog. Il y en a encore moins. Il y en a qui font la sieste. D'accord. Donc il y a parfois vraiment des gros backlogs. L'impact mapping permet donc de définir des priorités sur peu d'éléments en fait. Un gros backlog, si vous voulez définir des priorités, si vous avez une centaine d'éléments, des priorités entre autant d'éléments, ça prend du temps et c'est pas évident. L'impact mapping permet de se poser la question très vite, quels sont les impacts qu'on veut voir en premier, ceux qui paraissent le plus importants effectivement, et on va travailler, on va les décomposer en features, uniquement ceux-là, pas les autres. En fait, pour dire qu'on ne travaille pas de façon exhaustive sur tous les niveaux en se posant la question quels sont tous les acteurs, quels sont tous les impacts, mais on va définir des priorités, éventuellement dès les acteurs et surtout au niveau des impacts, qui permettra de développer, d'identifier les solutions, donc en termes de feature, story ou d'items de backlog, uniquement pour les impacts les plus importants. Impact mapping, donc une carte heuristique. Alors on peut aussi la construire avec l'outil quand même essentiel, l'outil essentiel qui est le post-it, donc construire une carte d'impact avec des post-it. Ça se fait rapidement, ça c'est le résultat d'un atelier que j'ai fait en moins d'une demi-journée, 2 heures, donc oui, les différents niveaux, et on a développé uniquement les features et les stories des impacts les plus importants. Deuxième outil, le Lean Canva. Certains d'entre vous étaient peut-être à la présentation de Romain Couturier ce matin. Non, ouais. Donc vous allez retrouver des choses. Sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est plutôt pour Lean Canva, Lean Startup. On se dit c'est plutôt pour les startups. Moi je suis product owner, je ne suis pas dans une startup, donc pourquoi me parler de ça? Parce qu'il y a quand même des idées intéressantes qui peuvent s'appliquer dans des organisations qui ne sont pas des startups. Des idées, même si ce n'est pas exactement de cette façon-là que ça va être mis en œuvre, cette idée d'aller très vite vérifier des hypothèses est quand même extrêmement intéressante pour le product owner. Voilà, donc là, on l'avait utilisé pour préparer l'Agile Tour Toulouse. On a fait donc, plusieurs Canva, l'Agile Tour Toulouse 2014, de cette année. Donc, problème, solution. Voilà, j'ai beaucoup aimé quand j'ai trouvé ça. Il y a différents Canva, il y a le business model Canva, il y a le Lean Canva, et j'ai trouvé un minimal viable Canva, un Canva encore plus petit. Là, on voit vraiment que ce qui est important, c'est le problème, la solution. Donc, domaine, on peut appeler donc les impacts, les problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est le domaine globalement du problème. Et c'est évidemment le product owner avec les parties prenantes qui va donc définir ça. Donc, c'est une vision stratégique.
Donc le rôle du product owner par rapport à ça, c'est avec ses parties prenantes d'identifier les problèmes, de faire des hypothèses pour voir donc, par la résolution de ces problèmes quel impact ça va avoir sur la vie des acteurs, prioriser les impacts, et puis ensuite il faut développer avec une équipe, hein, c'est son équipe Scrum, et le product owner il va faire en sorte que les hypothèses soient validées le plus vite possible, ou pas, si ce n'est pas le cas. Donc la technique du Lean Startup, c'est de dire on pivote et on passe à autre chose. En fait. Alors pour revenir donc, sur Scrum, en fait, avec les sprints, donc, Alistair Coburn ce matin nous a dit qu'à la fin de chaque sprint, donc il s'agit, c'est au début de faire une démo, maintenant de plus en plus on essaye de livrer, en plus de faire la démo, si on livre vite, on va pouvoir aussi valider les hypothèses plus vite. Ok, donc alors c'est vraiment là, c'est des outils structurants, hein, Impact Mapping, Lean Canvas, évidemment les deux ne s'utilisent pas forcément ensemble, hein, c'est plutôt dans des contextes différents, des outils quand même importants pour bien identifier le problème avant de passer à la solution. Alors des ateliers complémentaires qui vont aider à remplir un canevas ou un impact mapping, hein, donc alors un atelier qui est en fait quelque chose qui est dérivé d'un atelier qui s'appelle un Innovation Games, hein, vous devez en connaître, hein, donc celui-là s'appelle Souvenir du futur, hein, Remember the Future, donc Souvenir du futur qui est utilisé pour faire des impacts en fait, hein, donc je l'ai appelé Souvenir des impacts, parce qu'identifier les impacts, c'est une des choses les plus difficiles en fait, hein, de pousser les gens à réfléchir d'abord à ce qu'ils veulent avant de proposer des solutions. Donc souvenir des impacts, hein, qui va aider à trouver des impacts par exemple, et puis évidemment pour continuer ensuite identifier des solutions. Hein. Voilà, il y a le fameux Innovation Games de la boîte du produit, un produit box qui est aussi très utile pour ça. Voilà, donc des outils complémentaires à ce qu'on a vu avant. Toujours en parlant d'outils, un nouvel outil, hein, Story Mapping. Story Mapping, je vais mettre mes lunettes pour voir le temps qu'il reste. Le Story Mapping, donc le Story Mapping, ça ressemble à, pour ceux qui ont pratiqué les use cases, c'est quelque chose qui ressemble un peu, mais non, beaucoup plus visuel et puis fait de façon collaborative, qui va montrer donc une séquence d'usage et puis une priorité. Ça va aider le product owner, hein, c'est un atelier maintenant qui est fait fréquemment dans ce qu'on appelle le sprint 0 avant de démarrer les premiers sprints, à la fois pour identifier une séquence sur les features et puis pour aussi trouver des stories, hein, qui sont le résultat de la décomposition des features et les ordonner par priorité en fait. Hein, et on peut bâtir ce qu'on peut appeler un MVP, donc un produit viable minimal, et l'atelier peut finir en disant pour une première version, une première release, donc éventuellement quelques sprints, on va s'arrêter ici, on ne va pas se préoccuper des autres features. En fait. Voilà, donc un excellent outil collaboratif, il en a parlé ce matin quand il parlait de Jeff Patton, Alistair Coburn, c'est Jeff Patton qui est à l'origine du StoryMap, quelque chose donc, qui fait depuis bien longtemps. Donc identifier des features, ça c'est important pour le rôle de product owner, hein, donc d'avoir une liste de features. Il y a une notion hein, qui est aussi connue depuis quelques temps, hein, depuis Software by Numbers, hein, qui est la notion de MMF, hein, Minimal Marketable Feature en fait. Le boulot du product owner, c'est de dire ok, on part et on s'engage, l'équipe va s'engager à développer un certain nombre de features. Okay, il y a de l'engagement. Mais il reste une marge de manœuvre très importante pour le PO sur la façon dont cette feature va être réalisée. Alors, comment ça marche? On va généralement donc identifier des stories, et puis le product owner, donc en voyant les stories qui sont créées par l'équipe, on va y revenir, donc son boulot c'est de se dire est-ce qu'on a besoin de tout? Donc le story map a déjà pu aider, puis au cours des sprints, régulièrement, il va essayer de minimiser l'effort en disant on n'a pas besoin de plus, on va juste se contenter de ça. Donc en gros, il coupe la feature en deux, il dit cette partie-là on l'a fait dans cette release, par exemple, cette version, et l'autre on la fera plus tard. Il met ça de côté dans un frigo ou un bac à glace pour plus tard. Alors, juste
j'ai mis une story de finition, c'est une technique. Alors, on a besoin de tester les stories de façon unitaire avec des tests d'acceptation. J'ai trouvé intéressant aussi de rajouter une story qui consistait à tester la feature ou à rajouter des éléments pour finir une feature en fait. Soit faire une doc, soit faire des tests complémentaires. Ok, on a des features, donc on a maintenant dans l'agilité quelque chose qui s'appelle Kanban. Kanban, c'est quand même très pratique pour représenter les choses. Et puis il y a une notion dans Kanban qui est la limite. La limite, c'est peut-être intéressant de ne pas travailler sur plein de features en même temps. C'est pas évident. Hein. Moi, je travaille avec une équipe au CNES à Toulouse où ils ont des features et puis ils les ont toutes commencées en même temps. Alors, pour des raisons, parce qu'ils ont des experts qui veulent les faire travailler tous, et comme c'est des experts de domaines fonctionnels différents, ils se disent bon, on va les commencer tous en même temps. Le problème, c'est que l'équipe, elle ne voit pas des features finies, en fait, puisqu'elles sont toutes commencées et pas finies. Il faut commencer, utiliser donc, les principes de limitation de travail à ce niveau-là. Donc, on peut dire, ça sert à quoi de commencer plusieurs features en même temps? On va peut-être les limiter explicitement dans un tableau. Donc là aussi, Product Owner, il a un rôle important là-dessus pour dire, pour prioriser évidemment les features, et puis pour dire, c'est pas la peine de commencer le reste tant qu'on n'a pas fini les choses. Donc, impact, feature. Troisième niveau pour le product owner, c'est la notion de story. Donc, story, élément de backlog. Donc, l'usage maintenant est donc d'utiliser le terme story. Une story, donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Julie, c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme avant, c'est pas simplement dire on faisait une spec avant globale, on mettait tout dedans, maintenant on fait des petits morceaux et puis ça s'appelle une story. La nature est différente. Les stories, c'est une histoire. C'est une histoire et c'est pas une histoire. Alors bon, le dessin est un peu trompeur. Hein. C'est une conversation qu'on va avoir dans l'équipe. C'était pour ceux qui font la sieste. Donc, je reprends encore Jeff Patton, celui qui a fait le story mapping. Il a fait une présentation ici récemment et j'ai repris son slide parce que vraiment il m'a bien plu. Il rappelle qu'une story c'est d'abord une conversation, donc carte, conversation et confirmation, vous avez sûrement vu ça. Si on regarde un petit peu, on voit qu'il y a des petits diagrammes et tout à droite en fait. Et ça m'a donné l'idée que la confirmation c'est d'abord la confirmation qu'on s'est bien compris. Donc de là, confirmation, on peut se dire, donc au début on a une carte, après on a une conversation, après on a une confirmation. Confirmation qu'on s'est bien compris entre l'équipe et le product owner pour que l'équipe sache ce qu'elle a à faire. Et puis après évidemment il faut réaliser la story. Hein, donc on peut dire ici que la story, c'est ce qu'on appelle maintenant prêt. Hein, on parlait la définition de prêt, définition of ready, voilà, story prête, l'équipe comprend, elle n'est pas trop grosse, elle peut la développer pendant le sprint. Évidemment, l'équipe, après, elle va la développer. Il y aura encore de la conversation possible, évidemment, avec le product owner ou dans l'équipe, pour qu'à la fin, elle soit confirmée, elle soit finie. Donc, trois états majeurs, on reste dans un cadre Scrum. Donc, il y a l'idée au départ, la story prête, la story finie, en fait. Et puis, pour travailler, le travail, il est fait à base de conversations. Pas uniquement des conversations. On a besoin, donc, de dire qu'on va faire maturer la story. Donc, moi, j'utilise le terme culture du backlog. On va cultiver, puisqu'on le fait ensemble, on va co-cultiver avec le product owner équipe, éventuellement les parties prenantes. Et puis, pendant le sprint, l'équipe va co-construire la story. Voilà. Alors, pour faire ça, moi, j'ai trouvé utile de représenter, de mettre les stories dans des containers particuliers, donc pour faire référence au backlog. J'ai appelé ça des bacs. J'avais depuis longtemps des bacs à sable. Et donc, j'ai rajouté d'autres bacs pour la vie de la story. Donc, notamment, ce qui nous intéresse, c'est le backlog classique, hein, c'est les trois bacs de gauche. Donc, d'abord, le bac à sable. Le bac à sable, c'est un endroit où on va mettre les idées. Le product owner, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va regarder les idées qui arrivent, et puis il va décider de ce qu'on en fait. Si ça lui paraît intéressant, il va faire poursuivre la story dans la culture, et puis sinon, il va l'éliminer. Il va l'éliminer. Bac à sable, on n'a pas besoin de priorité ici. C'est pas la peine. L'idée, c'est de pas... On ne peut pas le limiter non plus, parce qu'on ne va pas limiter les idées. Hein, si on voulait poursuivre avec des notions de Kanban, on ne peut pas limiter. Par contre,
ce qu'on peut faire, c'est en tant que product owner, c'est de dire on va traiter rapidement pour donner des réponses à ceux qui font des demandes dans le bac à sable. Deuxième endroit, c'est l'endroit le plus conséquent probablement, c'est le bac de culture où on fait pousser les stories, pousser les stories jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Donc la culture est basée essentiellement sur des conversations, et donc notamment ce qui s'appelle le backlog grooming en anglais, maintenant backlog refinement dans le nouveau guide Scrum, ou ce qu'on appelle couramment en France les revues de backlog, ça sert à ça en fait. Parfois, si on n'a pas suffisamment de temps dans les revues de backlog, on aura des discussions informelles pour compléter. Ok, donc revue de backlog, comment ça se passe dans les revues de backlog? Si je reprends mes bacs, donc il y a les idées ici. D'abord, on fait un réapprovisionnement, c'est-à-dire que le product owner va dire ok, écoute, il y a des idées intéressantes, j'aimerais bien qu'on les cultive, qu'on essaye de les approfondir. On n'est pas encore sûr de les faire, ce sont encore des options. Il veut les approfondir. Ensuite, on peut, c'est la culture proprement dit, donc on va découper les stories, les détailler en tout cas, éventuellement les estimer. Une fois que les stories sont prêtes, on va faire en sorte qu'elles soient prêtes, on va approvisionner le bac de départ, puisque pour commencer le sprint, l'équipe ne peut se servir que dans le bac de départ. Donc éventuellement, ce qui peut être fait, c'est storiotyper. Alors storiotyper, c'est une pratique un peu émergente et avancée qui consiste à donner des définitions de prêt et fini selon le type de story. Parce que souvent on fait une définition de fini, mais elle est valable que pour les user stories. On s'aperçoit que user story avec du code, on s'aperçoit qu'évidemment il y a plein d'autres types de stories et qu'elles ont leurs particularités. Donc c'est ce travail sur le typage et puis les particularités qui s'appelle storiotyper. Un exemple de story, donc une story prête et une story finie. Donc à gauche, vous avez la story prête. Une story prête, alors pour qu'elle soit prête, il faut un certain nombre de choses qui sont spécifiques de la story. Par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des conditions de réalisation. La story, vous n'allez pas la démarrer. Si vous dépendez d'un expert, si vous n'êtes pas sûr qu'il est dispo alors qu'on a besoin de lui, il y a un gros risque. Donc il faut essayer de lever le risque avant de se démarrer. Et puis, pour qu'elle soit prête, on peut hériter aussi. Si c'est une story avec du code, on sait que on a décidé, en tout cas collectivement, pour qu'elle soit prête, il nous faut un mock-up et puis il faut une taille de story si on estime qu'il ne soit pas trop importante. À droite, les conditions de fini, en fait, conditions d'arrivée à la fin du sprint, basées sur des conditions d'acceptation, et puis aussi des choses génériques qu'on va récupérer de son stéréotype. Donc, j'encourage les équipes un peu qui commencent à travailler sur les définitions de fini et qui voient que ça ne répond pas à tout, de travailler sur cette notion de stéréotype. Donc, et pour faire ça, donc, moi je fais maintenant des ateliers que j'appelle des story dojo. Vous avez peut-être entendu parler des PO dojo, qui sont des ateliers qui servent product owner pour apprendre à mieux travailler. Là, c'est vraiment quelque chose, Story Dojo, c'est fait dans l'équipe. L'équipe va, avec le product owner, faire donc travailler sur les stories, les raffiner, trouver des conditions d'acceptation et identifier éventuellement de nouvelles particularités des stéréotypes. Je reviens donc sur cette notion de bac, avec l'ensemble des bacs. Au début, c'est des idées. Le product owner donc décide de passer dans le bac de culture. Là, il commence à y avoir des priorités. Le product owner définit l'ordre strict. Le bac de départ, c'est un point essentiel pour faire en sorte que l'équipe soit alimentée. Je ne sais pas comment c'est chez vous, moi, les équipes que je rencontre, il y a souvent de la famine. De la famine, c'est-à-dire que le product owner n'a pas, enfin le product owner et l'équipe, c'est pas tout seul. Il n'y a pas suffisamment de story prête pour démarrer le sprint. Qu'est-ce qu'on fait? On embarque quand même, et malheureusement, ça va sûrement poser des problèmes à la fin du sprint avec des stories non finies. Donc d'avoir quelque chose d'identifié clairement permet de limiter un peu ce risque de famine dans une équipe Scrum. Ce qui rentre, donc une façon globalement, donc quelque chose qui nous vient de Kanban, enfin qui nous vient aussi de l'agilité, c'est de limiter le travail à faire, de ne pas avoir trop de choses en même temps, ouvertes et pas finies. Donc, est-ce qu'on peut limiter donc la taille des éléments, de ces bacs, les choses qu'on met dedans?
Alors oui, évidemment, une façon, c'est de rejeter. Rejeter. Ce qu'on met dans le bac de culture, c'est encore des options. Il n'y a pas d'engagement dessus. Le product owner ne va pas s'engager là-dessus. Peut-être qu'il s'est engagé à faire des features, là on est plutôt sur des stories. L'engagement ne commence que quand une story est prête, et éventuellement au début du sprint. Là, il y a un engagement pour l'équipe à la faire. À la faire, je ne dis pas dans quel sprint, à la faire. Donc, on peut enlever des choses. C'est le rôle du product owner d'éliminer ce qui a moins de valeur, ce qui n'a pas de valeur, ou ce qui était simplement une option qui a été rejetée. Alors, il peut aussi limiter avec le bac de culture, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui permet de dire, ok, ça paraît intéressant, mais pas pour tout de suite. Nous, on a une version à faire, il faut sortir ça dans 3 sprints, donc on les enlève, on les met dans le bac à glace. Ça évite de perturber l'équipe avec des choses qui ne sont pas utiles tout de suite, en fait. Alors, donc, 2 façons de limiter globalement la taille de ces bacs. Et donc, vous savez tous que, product owner, souvent on est amené à se poser des questions, est-ce qu'il faut déscoper, en fait? On a une date qui est fixée, ça ne rentre pas, donc l'exercice est d'enlever des stories, d'essayer d'en enlever en tout cas. Donc le bac à glace permet de les enlever provisoirement et de les remettre après. Alors je finis rapidement avec des choses avancées. Alors là c'est du Kanban dans du Scrum en fait. Alors Kanban est une méthode d'amélioration de processus, c'est pas une méthode agile. J'étais hier à la présentation de la sortie du livre de Laurent Morisseau, Kanban pour l'IT, et donc Kanban, clairement, on est d'accord tous les deux en tout cas, c'est pas une méthode agile, c'est une méthode d'amélioration de processus, donc qui peut s'appliquer à du Scrum, c'est ce que j'ai fait ici en disant on peut limiter. Alors, rapidement, on peut limiter déjà le nombre d'éléments dans le sprint parce qu'en fait, on s'aperçoit que parfois on met 10 stories dans un sprint et qu'on travaille que sur 3, 4. Donc, on peut se dire pourquoi en mettre autant puisque on ne travaille pas sur tout ça. Ça laisse des marges de manœuvre, des possibilités de changement si on les laisse dans le bac de départ, par exemple. Voilà, les chiffres que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle les limites hautes et basses dans Kanban. La limite haute, c'est la limite à ne pas dépasser parce que ça ne sert à rien, ça serait donc du stock excessif. Et le 2 que j'ai mis, c'est la limite basse. Son objectif, c'est d'éviter la famine. Donc c'est une limite qui sert à réapprovisionner. Si vous arrivez à la limite basse, il faut vous dire, il faut déclencher quelque chose, il faut réapprovisionner. Donc je parlais des revues de backlog, je conseille moi de les faire régulièrement, je ne sais pas si vous en faites, mais de faire une revue de backlog ou backlog grooming, par exemple, de façon régulière pour les équipes. Moi, pour des équipes qui ont des sprints de 3 semaines, je conseille de faire 1h30 chaque semaine de revue de backlog donc, pour trouver des stories prêtes. Et donc, le 2 peut servir à déclencher des réunions si on ne les fait pas de façon régulière ou en rajouter de façon supplémentaire. Ok, résumé donc de ces tableaux. Voilà, avec des tableaux simples, donc un Kanban pour les features, des bacs pour les stories. On peut suivre des projets, des équipes en fait, des équipes. Et alors, si on a la possibilité d'aller jusqu'à l'utilisateur final et d'avoir son feedback, là, donc on va pouvoir mesurer rapidement l'impact qu'a eu ce qu'on a développé vraiment, ce qu'on a déployé par rapport donc, à ce qu'on estimait et de refaire éventuellement de pivoter. Voilà, donc mon dernier slide, c'est pour ouvrir les questions. Donc une liste donc, des outils que je vous ai présentés très rapidement. Donc je vous encourage à essayer. Alors, je ne dis pas qu'il faut les utiliser tous. Alors j'ai dit au départ donc, que les outils étaient nouveaux, alors, sauf pour le story mapping, il est un peu plus vieux que les autres. Alistair donc, a parlé d'une dizaine d'années que Jeff Patton utilise ce genre de choses. Il a dit ça ce matin. Je n'ai pas parlé d'estimation dans ma présentation. Ce n'est pas obligatoire. On en fait si on veut, si on en a besoin. Y a-t-il des questions? Bonjour, j'ai une question
par rapport à l'impact mapping. Comment vous gérez les priorités dans l'outil en fait? C'est un outil visuel de planification stratégique. Et Ouais. vous avez abordé les questions de priorité. Est-ce qu'ils sont visibles sur le map ou comment vous gérez cette question-là? Alors ici, on ne les voit pas effectivement, hein, donc l'idée, c'est effectivement de définir des priorités au niveau des impacts d'abord, en utilisant l'atelier que j'ai cité après, qui est souvenir des impacts, pour trouver des impacts, et ensuite utiliser des techniques de priorité qui peuvent être basées sur, encore une fois, des ateliers, du dot voting, autre chose, pour définir des priorités. Alors le mieux évidemment c'est d'associer des mesures aux impacts en fait aussi. Donc l'impact mapping il se fait pas même si j'ai dit je pouvais le faire rapidement, il y a après un approfondissement là-dessus entre le PO et puis les parties prenantes. Alors visuellement, vraiment pour répondre à la question, visuellement, moi ce que je fais c'est, ça dépend des outils, c'est peut-être plus facile à faire ici, hein, c'est de mettre des étoiles, enfin c'est ce que fait aussi Ghosh Kwadjik, hein, qui a donc publié cette pratique, hein, c'est de mettre des étoiles ou des chiffres, hein, donc pour définir les priorités sur la partie donc impact. Voilà, est-ce que ça répond à votre question? Alors impact mapping, moi c'est un outil que je conseille, enfin c'est le résultat en tout cas de l'impact mapping, je conseille de le conserver. On a vu un certain nombre d'ateliers d'outils qui servaient à produire des résultats temporaires. L'impact mapping, comme ce qui est visuel, et le Kanban feature et puis les bacs, je conseille de le garder en fait. L'impact mapping, on fait en général pour une release, donc de l'ordre de quelques mois en fait, ça va rester valable, a priori ça ne bouge pas trop pendant une release de quelques mois. D'autres questions? Moi j'ai une petite question pour revenir sur la relation entre le PO et l'équipe. Enfin, ouais. Il en fait partie, mais le PO et les développeurs. Vous disiez par exemple que le PO peut demander à l'équipe, si elle a commencé 2 stories, à ne pas commencer une 3e ou une 4e tant que les 2 premières ne sont pas finies, parce que est-ce que c'est pas un peu borderline au niveau du rôle du PO de diriger les développeurs comme ça au sein d'un sprint? Je ne pense pas avoir dit ça, mais je vais le reformuler différemment. Je parlais plutôt de features, donc plutôt des choses de haut niveau que des stories. Donc le PO n'a rien à dire sur le travail de l'équipe, hein. L'équipe s'auto-organise. Alors le PO, il a simplement à dire en tant que membre de l'équipe, mais pas en tant que membre de PO comment l'équipe doit travailler. Donc je limite totalement si j'ai été mal compris. Donc simplement, j'ai évoqué un outil ici qui est le Kanban feature, hein, ici, donc il y a un 2 qui dit c'est peut-être pas la peine de travailler sur plus de 2 features. Mais évidemment, ça doit être défini de façon collective, hein, avec l'équipe, bien sûr. Non, le PO n'a pas d'autorité sur l'équipe. Hein. Après, l'idée, c'est que du coup, il faut les sensibiliser à ce genre de problème. Comment? Après, il faut les sensibiliser à ce genre de problème, à leur dire, effectivement... Les managers ou les développeurs? N'importe qui. Ce que je veux dire, c'est que les développeurs eux-mêmes n'ont pas forcément toujours cette... je ne sais pas si ça demande de la maturité ou autre chose, de se dire, effectivement, on va limiter, même au sein d'un sprint, le nombre de choses qu'on fait, ou pas forcément. Voilà. Bien sûr, après, il y a déjà le sprint, hein, qui limite la date du sprint, enfin la durée du sprint limite par définition la quantité de travail sur lesquelles l'équipe va travailler. Ce que j'ai présenté donc un peu plus loin, donc qui est ici, c'est de dire on peut limiter le nombre d'éléments, non c'est encore plus loin, le nombre d'éléments qu'on met dans le sprint. C'est ici, là c'est plutôt sur les stories. On peut dire on peut limiter le nombre d'éléments.
Je considère que ça c'est plutôt pour des équipes avancées, parce que ça a des impacts quand même. Ça veut dire que, en gros, lors de la réunion de planification du sprint, au début du sprint, on ne met pas tout ce qu'on est capable de faire pendant le sprint, que l'équipe pense faire, mais uniquement jusqu'à la limite. Et ça veut dire qu'on fera des replanifications pendant le sprint pour alimenter l'équipe. Donc c'est probablement sur des équipes un peu plus matures que c'est possible. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez des conseils sur les critères qui permettent de déterminer la business value des stories pour aider le PO à son backlog? Je pense qu'il n'y a pas de business value sur les stories. D'accord. Je crois que c'est difficile, que c'est artificiel. Et donc, en gros, j'ai de sérieux doutes sur l'idée de business value, non, évidemment, il y a de la valeur métier, sur l'idée de la mesurer. De toute façon, si on le fait, c'est une estimation, Donc, ce que je préconise, c'est de faire des estimations relatives. Donc, c'était plutôt... c'était ici, en fait, l'idée, c'est là, donc de dire... valeur de 17, j'ai mis ça, mais comment définir que c'est une valeur de 17? Est-ce qu'il y a des unités ou pas? Donc, voir des équipes Scrum qui définissent la valeur en euros, je ne connais pas. Je ne sais pas. Après, c'est à chaque équipe de définir son modèle de valeur, bien sûr. Donc, là, c'est juste des pistes. Ouais, bon, si on peut faire ça, c'est mieux. C'est pas toujours possible. Donc, après, on fera des choses comme ça. Donc, 17, il n'y a pas d'unité. C'est forcément relatif. Donc ça va quand même aider le product owner et les parties prenantes à avoir des éléments chiffrés pour savoir ce qui est le plus intéressant. Mais je pense que quand même la valeur métier est beaucoup portée par le PO en fait, et qu'il n'y a pas d'algorithme, c'est vraiment les compétences du PO qui vont permettre de la mettre en œuvre. Bonjour. Quand vous parlez donc de l'espèce d'éclatement du product backlog en plusieurs bacs, bac à sable, bac de culture, à partir du moment où une story est dans le bac de culture, vous parlez donc de conversation pour la raffiner, pour la passer dans le bac de départ. Qu'est-ce que vous préconisez? Qui doit participer à cette conversation? Est-ce que c'est l'équipe et le PO, mais également les stakeholders ou d'autres éléments? Et comment l'animer? D'accord. La réponse, donc, c'est la revue de backlog, en fait. La revue de backlog qui, donc, backlog roaming, donc c'est de dire on fait une réunion, tous ensemble, l'équipe, le product owner. Éventuellement, pour répondre à la question plus précisément sur les parties prenantes, s'il y a des stories où le product owner pense qu'il a besoin de quelqu'un extérieur, qui connaît bien le domaine fonctionnel, on le fait venir aussi pour parler de cette story-là. Et donc, ça va être... Alors, je parlais de conversation, l'idée c'est de faire des conversations formelles pendant cette revue de backlog, avec un outil comme, je vais citer le Story Dojo, c'est-à-dire on prend une story, tout le monde travaille dessus, et jusqu'à on définit le niveau attendu, les conditions d'acceptation, jusqu'à ce qu'on soit d'accord dessus, si elle est prête ou pas. Donc c'est au cours de ces revues, donc j'ai dit donc à peu près 1 heure toutes les semaines pour y arriver. Et si c'est pas suffisant, il faudra du temps en plus. Alors je préconise pour les équipes où le product owner n'a pas suffisamment de temps de faire ce qu'on appelle des stories de découverte. Des stories de découverte, ce sont des stories qui n'ont pas pour objectif de produire du code, ce ne sont pas des user stories, c'est des stories qui servent à trouver d'autres stories. Des stories de découverte qui vont être prises par des membres de l'équipe et qui permettront d'identifier ces stories. Pardon, mais une autre question, mais donc du coup, comme l'équipe s'engage logiquement, détermine la notion de fini en Scrum, oui. Et voilà. Est-ce qu'elle s'engage également sur la notion de story terminée ou prête plutôt? Story finie ou story prête, ce sont des notions qui sont définies par l'équipe. Il n'y a pas de règle
immuable, hein, ça dépend complètement du contexte, et chaque équipe doit le définir. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est donc, avant de commencer le premier sprint, dans le sprint 10.0, on va avoir une première définition de fini. Alors maintenant, je conseille aussi de le faire pour prêt, et puis ça va s'enrichir sprint après sprint. Par exemple, lors de ces revues de backlog ou lors des rétrospectives. Et donc, ça fait partie des choses. Pour que ça marche, hein, définition de fini et prêt, il faut les rendre visibles, ou en tout cas très facilement accessibles. Merci. Plus de questions? Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu vous revenir un petit peu sur la notion de stéréotypé, en fait, notamment sur un petit peu où est-ce que ça peut nous emmener, parce que, moi, pour ma part, on rencontre déjà des problématiques de se mettre d'accord quand on a une definition of done ou une definition of ready. Si on attaque par catégorie de story, j'ai un peu du mal à voir comment on fait pour se mettre d'accord, à quelle fréquence on se met d'accord là-dessus. Ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin. Ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin. Ça dépend beaucoup du contexte. Moi, j'ai vu des équipes où c'était important dès le début, en fait. C'est des équipes, c'était chez Intel à Toulouse, où ils avaient... Bon, il n'y a pas l'outil. Ils font des plateformes téléphoniques, mais ils ne font pas tout le téléphone. Donc, leur partie prenante, ce n'était pas les utilisateurs finaux, c'était les utilisateurs téléphone, mais c'était d'autres équipes. Et donc, ils avaient plein d'équipes différentes et ils produisaient des résultats pour ces parties prenantes qui étaient de nature complètement différente. Donc là, la notion de type de story et puis de qu'est-ce qu'il fallait faire quand on a réfléchi, comment elle est finie cette story, c'était très différent en fait selon les équipes. Parfois, il y avait des choses à produire avec de la doc, des fois non, c'était variable. Là, c'était utile pratiquement dès le début. Sinon, c'est des choses plutôt avancées, c'est des équipes mûres qui verront le besoin de ça. Ne vous embêtez pas avec ça si vous n'en voyez pas un intérêt immédiat. Alors c'est une façon, on dit souvent comment on capitalise en Scrum. Est-ce qu'il y a des choses aussi à partager? Donc je pense que les stéréotypes, c'est une façon de capitaliser, c'est aussi une façon de partager entre les équipes en fait. Partager pas des notions comme il y a des choses qu'on ne peut pas partager parce que c'est différent, la notion même de points, souvent on essaye, mais ce n'est pas une bonne idée. Par contre, voilà, cette idée-là, ça peut être une piste pour des équipes, comme une organisation avec plusieurs équipes, et vous voulez commencer à remonter des choses communes un peu de différentes équipes. C'est fini, c'est fini. Merci.